Imaginez un enfant abandonné par ses parents pour la simple raison que son père était musulman et sa mère catholique, et qui revient dès ses 20 ans à créer la plus grosse entreprise de tout le temps, avec une valeur estimée aujourd'hui à 2200 milliards de dollars. Non, ce n'est pas un conte, mais une vraie histoire plus qu'inspirante de Steve Jobs, l'homme derrière les iPhones et les iPads. Nul ne peut regarder cette histoire et rester indifférent tellement que cette histoire est intrigante. Dans cette vidéo, j'essaierai autant que je peux de la restituer brièvement. Mais je vous avertis, elle est pleine d'émotions et d'inspiration et nous montre à quel point une vision, un courage, une dévotion peut changer le monde. Vous n'êtes peut-être pas prêts pour cette histoire. Arthur Schiebel était le grand-père de Steve Jobs, que Steve Jobs n'a jamais connu. Sa fille, Joan Schiebel, était celle qui donna naissance à Steve alors qu'elle était étudiante à l'université du Wisconsin, dans l'état du Wisconsin. Était amoureuse d'un certain Abdel Fattah, John Jandali, un maître assistant musulman originaire de Syrie, venu aux États-Unis pour son doctorat. La biographie de Steve raconte que le grand-père de Steve était très strict en ce qui concerne les fréquentations de sa fille. Quand il apprit qu'elle était amoureuse de ce Abdel Fattah, et celui-ci était non catholique, il la menaça de couper ses vivres et plus tard de la déshériter. De l'autre côté, dans la très riche famille d'Abdel Fattah, dont le père possédait plein d'entreprises et de raffineries d'huile d'olive, l'éducation était très importante telle que, pendant des générations, ils envoyaient leurs enfants étudier à Istanbul ou à la Sorbonne. L'amour triomphant sur les exigences de son père, Joan Schiebel s'est rendue en Syrie en 1954 avec Abdel Fattah, voyage après lequel elle tomba enceinte de Steve. Elle n'avait que 23 ans, et Abdel Fattah aussi. Sous la pression de son père qui la menaçait de la déshériter si elle épousait Abdel Fattah, et l'avortement n'était pas la meilleure des solutions dans une famille catholique. Joan partit pour San Francisco, en Californie, et trouva un médecin qui s'occupait des filles mères qui l'aida dans sa grossesse, et cherchait discrètement pour son futur bébé une famille adoptive. Il en trouva une, un avocat et son épouse, qui désistèrent quand ils apprirent à la naissance de Steve le 24 février 1955 que c'était un garçon et que eux voulaient une fille. Le médecin trouva une autre famille, cette fois composée d'un mécanicien, Paul Jobs, et son épouse Clara, qui appelèrent le nouveau-né Stephen Paul Jobs. À la signature des papiers d'adoption, Joan refusa de signer parce qu'elle voulait que son enfant soit adopté par des gens ayant fait des études supérieures. Paul Jobs n'était que mécanicien. Mais quelques semaines plus tard, elle accepta et demanda simplement que la famille adoptive signe un engagement pour créer un fonds de financement pour plus tard envoyer le garçon à l'université. C'est ainsi que le bébé de Joan, né le 24 février 1955, est devenu Stephen Paul Jobs, et ses rêves assez fous commencent ici. Avec ses parents adoptifs, Steve s'est toujours senti comme un enfant spécial. Non pas abandonné, le dit-il, mais simplement un enfant à part. Il réfute l'idée selon laquelle certains disent que l'abandon est la raison pour laquelle il a travaillé dur, pour que ses parents biologiques regrettent de l'avoir laissé en chemin. Il estime plutôt que sa force vient de ses parents adoptifs qui l'ont convaincu qu'il était un enfant spécial. La famille Jobs habitait dans la Silicon Valley, au 286 Diablo, et Paul Jobs, mécanicien, réparait des véhicules et les revendait. Leur voisin d'en face était un agent immobilier prospère. Paul Jobs, voyant cet agent immobilier se faire fortune alors qu'il n'était pas particulièrement brillant, tentait lui aussi l'aventure en prenant des cours renforcés dans le domaine et obtint plus tard son diplôme d'agent immobilier. Malheureusement, le marché s'était effondré à ce moment même et la famille dans le besoin contractèrent un nouveau prêt. En classe de CE1, l'instituteur demanda un jour à Steve qu'est-ce qu'il ne comprenait pas dans l'univers.
Ce dernier lui répond: Je ne comprends pas pourquoi mon père tout à coup n'a plus d'argent. Vers la fin du chemin, Steve Jobs a passé des tests et ses notes étaient du niveau d'une classe de 5e. Le corps enseignant conclut qu'il était intellectuellement précoce, mais ses parents jugèrent de le faire passer qu'en 6e. Il rejoignit une nouvelle école et la transition n'avait pas été facile. La nouvelle école était le théâtre des bagarres, du racket dans les toilettes, dans un quartier animé par des guerres ethniques entre gangs. Souvent molesté, Steve Jobs posa un ultimatum à ses parents: Changez-moi d'école ou j'arrête d'aller à celle-ci. Ils cédèrent et déménagèrent à 5 km au sud, à Palo Alto. La nouvelle maison dispose d'un garage qui sera plus tard le fameux garage dans lequel Apple est né. Paul et Clara Jobs amenèrent leur fils à l'église pour qu'il ait une éducation religieuse. Quand un jour, celui-ci prit la couverture d'un magazine où y est la photo d'un enfant du Biafra, mourant de faim, et apostropha le pasteur. « Pasteur, si je lève mon doigt, Dieu sait avant moi quel doigt je vais lever. » « Oui, mon fils, Dieu sait tout. » Le jeune Steve lui montra la photo en disant: « Dieu est donc au courant pour ce qui arrive à ses enfants. » « Steve, je sais que c'est difficile à comprendre, mais oui, il sait. » Alors le jeune homme répond qu'il ne voulait plus rien savoir d'un tel Dieu. Par contre, passionné par l'électronique, passion qui reflétait l'ambiance de la vallée de l'époque, tirée du ficelle par l'industrie du semi-conducteur, d'où a pris nom, soit dit en passant, la Silicon Valley, Steve Jobs décide pour un projet d'école de construire un fréquencemètre capable de compter le nombre de pulsations par seconde d'un signal. Ayant besoin pour ce faire d'un composant que Hewlett-Packard ou HP en abréviation fabriquait, il prit un téléphone et appela via l'annuaire le PDG même de HP. Il obtint le composant qu'il voulait, en plus d'un emploi chez HP. Il raconta plus tard que le succès de certaines personnes provient de ce genre d'action. I've never found anybody that didn't want to help me if I asked them for help. But I called up Bill Hewlett when I was 12 years old, and he lived in Palo Alto. His number was still in the phone book. And he answered the phone himself. He said, yes? He said, hi, I'm Steve Jobs. I'm 12 years old. I'm a student in high school, and I want to build a frequency counter. And I was wondering if you had any spare parts I could have. And he laughed, and he gave me the spare parts to build this frequency counter, and he gave me a job that summer at Hewlett-Packard, working on the assembly line, putting nuts and bolts together on frequency counters. And when people ask me, I try to be as responsive, to pay that debt of gratitude back. Most people never pick up the phone and call. Most people never ask, and that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about them. Plus tard, il fait la rencontre d'un autre Steve, Wozniak pour son prénom, qui était passionné d'électronique et en savait beaucoup plus sur l'électronique que Steve Jobs. C'étaient des vrais nerds. À eux deux, ils inventèrent un jour de septembre 1971 un appareil baptisé la Blue Box et qui permettait de passer des appels gratuits en contournant la technologie des très grosses entreprises de télécommunications qui pesaient des milliards de dollars à l'époque. Ils composèrent un numéro et firent: « Allô, nous vous appelons gratuitement de la Californie, vous vous rendez compte ?» Ensuite appelèrent le Vatican et imitèrent la voix du secrétaire d'État de l'époque, Henry Kissinger, et dirent: « Nous, être à le sommet de Moscou, et voulons parler à les papes. » L'évêque qui était sur la ligne disait qu'il était 5 heures du matin au Vatican et que le pape dormait. Les deux avaient fabriqué une centaine de Blue Box et les vendirent toutes. L'enfant grandit et il était temps d'aller à l'université. Une rencontre, un choix, une destination changèrent à jamais la vie de Steve et l'entreprirent dans des nouvelles aventures périlleuses et incertaines. Quand il fallait partir à l'université, Jobs refusa de partir à Stanford, ni à Berkeley. Il estime que les gens là-bas n'avaient pas le goût à l'art et que lui voulait un supplément d'âme, qu'il voulait faire quelque chose de différent et d'intéressant. Ses parents l'inscrivirent au collège Red dans l'Oregon à côté. Cet établissement coûtait très cher. Là-bas, il rencontrait celui avec qui il ferait plus tard le voyage en Inde, Daniel Kootke.
et celui à l'origine de l'idée du voyage, Robert Friedland. Les trois se partagèrent un intérêt commun pour le zen, le jeûne, et passaient des jours à ne manger que des pommes ou des carottes, suivant un régime alimentaire végétarien très sévère. Ils consommaient de l'acide, fumaient de l'herbe, s'adonnaient au jeûne extrême et écoutaient du Bob Dylan. Steve Jobs en avait marre de tous les cours. Il ne voulait plus continuer, il voulait simplement traîner dans le campus de l'établissement. Mais il songeait également à ses parents qui ont investi toute leur économie pour sa scolarité. L'établissement l'accepta en tant qu'auditeur libre, sans payer les frais de scolarité. Il rentre finalement chez ses parents, après 18 mois d'errance au collège Red, et décrocha un travail chez Atari, une entreprise considérée comme fondatrice de l'industrie du jeu vidéo. Il continua toujours avec ses régimes drastiques, ses périodes de méditation, et son envie dévorante d'être constamment en quête d'illumination. Avec son ami Kottke, il lisait beaucoup sur la spiritualité orientale et entreprirent un voyage en Inde qui dura 7 mois. Là-bas, Steve Jobs errait de village en village à la recherche d'un gourou qui lui servirait de mentor. Il tomba malade, sévèrement malade, et s'est promené souvent pieds nus. Il rentre finalement chez lui et appela ses parents pour le chercher à l'aéroport. Ils passèrent plusieurs fois devant lui sans le reconnaître tellement qu'il a changé, maigri et devenu tout fin. Une fois chez lui, il reprit son travail chez Atari et reprit aussi son amitié avec l'autre Steve, mais continua toujours avec ses habitudes zen, sa méditation, le jeûne et le régime extrême. Il ne savait pas quoi faire de sa vie. Il traînait, fumait, jeûnait et devenait méconnaissable. Mais tout a changé pour lui à cause d'un magazine, d'une fréquentation d'un petit club appelé le Homebrew Computer Club, qui initiait l'aventure de la marque à la pomme, qui pèse aujourd'hui 2000 milliards. Chez lui, Steve Jobs méditait le matin, suivait l'après-midi des cours de physique à Stanford, juste à côté de chez lui. Il travaillait la nuit chez Atari en tant que concepteur de jeux vidéo. L'époque, dit-il, était formidable. Il y avait un catalogue nommé Whole Earth Catalog qui répertorie le processus par lequel l'individu peut mener sa propre éducation, trouver sa propre inspiration, modeler son environnement et partager son aventure. C'est de ce catalogue qu'il tire la fameuse citation « Soyez insatiables, soyez fous ». Ce catalogue était publié avec le Portola Institute, une fondation dédiée à l'enseignement de l'informatique, adobée d'une association ayant comme maxime le pouvoir informatique au peuple. Ses fondateurs décidèrent de créer un club dans lequel on pourrait se partager les dernières innovations technologiques en matière d'ordinateurs personnels. Parmi les membres du club, il y avait un certain Bill Gates et un Paul Allen, mais aussi nos deux Steve. Le club devint réellement un lieu d'échange et de partage. À la première réunion, Steve Wozniak découvrit une fiche technique d'un microprocesseur et eut immédiatement une vision de ce qui serait plus tard leur premier ordinateur, l'Apple I. En dimanche de juin 1975, Wozniak termina et donna vie à sa vision. Il créa son propre ordinateur. C'était la première fois, dit-il, qu'en tapant un caractère sur un clavier, on le voyait s'afficher sur l'écran de son ordinateur. Steve Jobs l'aida à avoir d'autres composants nécessaires pour pouvoir stocker des données dans le tout nouvel ordinateur. Ils le présentèrent au club qui désormais réunissait plus de 100 personnes. Wozniak voulait donner gratuitement l'Apple I à tous les membres du club. D'ailleurs, c'était ça l'esprit du club, partager et non pas vendre. Mais cette approche n'était ni la vision de Steve Jobs, ni celle de Bill Gates. C'était là la grande différence entre Steve Jobs et Steve Wozniak. Le premier voyait la possibilité d'assembler tout un ordinateur et le revendre. Le second voulait le donner gratuitement. Mais Jobs savait comment convaincre Wozniak. Il insouffla l'idée de créer leur propre société, même si Wozniak restait toujours sceptique. Pour trouver le fonds nécessaire pour lancer leur société, Jobs vendit son combi Volkswagen pour 1500 $. Wozniak vendit sa calculatrice HP 65 pour 500 $ et tous deux
rajoutèrent un peu de leur économie. Ils avaient en tout $3 500 et un projet. Comment appeler la société? s'est demandé les deux amis. Steve Jobs proposa alors Apple Computer. J'étais dans la fausse pomme de mon régime, explique-t-il. Je revenais de la plantation de pommiers. Je trouvais ce nom drôle, sympathique et pas du tout intimidant. Jobs était complètement investi dans la toute petite entreprise des deux gamins qui avaient à peine 20 ans et dont le siège social était le garage de ses parents. Wozniak, lui, toujours sceptique en ce qui concerne la nouvelle aventure, gardait son emploi chez HP, à qui il proposait le schéma de l'Apple I. HP jugea que c'était un travail amateur et que HP ne concevait que des machines haut de gamme. Déçu, Wozniak n'avait plus qu'à tout donner pour Apple. Il avait 45% des parts, Steve Jobs aussi. Les 10% restants étaient attribués à Ron Wyan, un ami de Steve Jobs, qui leur aida dans la rédaction du contrat et dans tout autre document juridique, et qui leur servit de médiateur en cas de désaccord entre les deux fondateurs. Steve Jobs aura la charge de la direction générale et du marketing, Wozniak la charge de l'ingénierie électronique des projets, et Wyan de la documentation et de l'ingénierie mécanique. Ce dernier désista et renonça à ses parts de 10% dans la société et recevait dans l'immédiat quelques $800 de compensation. S'il n'avait pas renoncé, ces 10% auraient valu aujourd'hui plus de 25 milliards de dollars. Steve Jobs, usant de ses talents, trouva un potentiel client qui disposait de quelques magasins d'informatique qui lui remit sa carte et lui dit simplement « On reste en contact ». Le lendemain, Steve va le retrouver dans son magasin et lui dit « Je reste en contact comme vous l'avez dit ». Ils concluent leur premier contrat. Le monsieur était prêt à acheter 50 ordinateurs, tout assemblés, pour $500 la pièce. Wozniak ne croyait pas ce qui venait de se passer, mais il eût bien fallu croire. Munis de leur bon de commande, ils passèrent partout pour trouver un fournisseur des composants électroniques en échange de parts de Apple, parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer ses fournisseurs. Après des difficultés, Apple faisait des profits 30 jours après sa création. Le garage des Jobs était leur local. Les deux amis s'adonnaient à fond dans leur aventure. Jobs avait sa touche d'artiste et de marketeur. Wozniak son talent pour l'électronique. Les deux se complétèrent très bien. Apple croîtra, s'affine et se peaufine chemin faisant. Mais les composants coûtaient cher et l'entreprise avait besoin des investisseurs. Steve Jobs va voir un investisseur à qui il proposa un tiers des parts de Apple contre un investissement de $50 000. L'investisseur s'est cru malin et dit non. Il dit aujourd'hui qu'en pensant à son rejet, il en rit pour ne pas en pleurer. Finalement, Jobs trouva un premier grand investisseur qui, avec peu d'hésitation, investit $250 000. C'était Mike Markula. Cet investissement permit à la société de construire l'Apple II et plus tard un autre ordinateur appelé Lisa, puis le Mac avec des campagnes publicitaires révolutionnaires telles que le Think Different de 1997. À mesure que l'entreprise grandissait, les exigences étaient loin de celles des deux jeunes dans le garage de leurs parents. Steve Wozniak quitta Apple en février 1987, 12 ans après sa création. Suite à des problèmes internes, il reprochait à la direction de n'avoir des yeux que pour Steve Jobs et son Macintosh. Il fonda lui aussi sa propre société de commercialisation de télécommandes universelles. Et Steve Jobs, lui non plus, n'était pas épargné. Il a été renvoyé d'Apple. Oui, renvoyé publiquement d'une société qu'il a créée avec son ami dans le garage de ses parents. L'entreprise n'allait pas bien après le départ de Steve Jobs. Ce dernier, après avoir été licencié de sa propre entreprise, fonda Pixar, qui produisit avec Disney les premières animations 3D telles que Toy Story, Cars ou Nemo. L'entreprise a été rachetée en 2006 par Disney. Il fonda aussi Next, une entreprise qui fabrique elle aussi des ordinateurs et qui, sans succès, finit en entreprise fabriquant des logiciels. Apple, de son côté, était aussi dans une très mauvaise situation.
L'entreprise est entre les mains des commerciaux que seul l'argent, le profit intéresse. Il n'y avait pas de vision, pas de passion, plus de produits alliant art et technologie. Microsoft ramassait la plus grande part du marché et Apple sombrait. Dans une coïncidence assez singulière, Apple avait besoin d'une technologie que développait Next, l'autre entreprise de Steve Jobs. Et en 1996, Apple acheta l'entreprise et fit de Steve Jobs le nouveau patron. Il insuffla ce qu'il appela la renaissance d'Apple, en référence à l'époque de la Renaissance, et revint avec des produits révolutionnaires tels que le iMac en 1998, l'iPod en 2001, l'iBook et l'iTunes, et plus tard l'iPhone, l'iPad, le MacBook Air, et le reste était histoire. Mais Jobs était malade d'un cancer de pancréas. La tumeur s'est développée et en octobre 2011, il mourut après des très longues et discrètes souffrances. Apple s'est développé et atteint aujourd'hui une capitalisation de 2000 milliards de dollars. L'histoire de Steve Jobs est assez singulière, mais elle montre à quel point une vision, un courage, une dévotion peuvent changer le monde. Qui aurait cru que deux adolescents, construisant des circuits électroniques en 1976, auraient pu façonner nos quotidiens en 2020?